Je vous souhaite à tous la bienvenue donc, sur cette conférence autour de la compréhension de la prévention, comme annoncé, enjeu de performance globale dans un contexte qui est extrêmement réglementé aujourd'hui. L'objectif de cette performance donc, a été construit avec la fédération dont le syndicat Synov Ergonomie est un acteur. La fédération Synov, c'est une fédération professionnelle donc, du Conseil de l'ingénierie et du numérique. Le syndicat Synov Ergonomie est un des membres de cette fédération. Et je suis moi-même, Jean-Luc Renévo, donc le président de Synov Ergonomie et en même temps gérant d'une société de conseil en ergonomie qui s'appelle Rengo Ergonomie. Bien sûr, l'objectif de cette thématique aujourd'hui, ce n'est pas de vous apporter des recettes que vous imaginez bien avec un intitulé pareil, mais c'est de construire la réflexion qui nous occupe au quotidien sur cette thématique. La prévention aujourd'hui a plus de 50 ans. Les acteurs sur le terrain, qu'ils soient ergonomes, préventeurs, ingénieurs, hygiène de sécurité, se battent au quotidien pour faire face à l'approche réglementaire et à faire, on va dire, émerger un vrai discours de prévention au quotidien. Les organismes paritaires tournent autour pour accompagner donc, les praticiens et on peut se rendre compte aujourd'hui qu'on arrive encore à des éléments d'échange sur le terrain qui sont essentiellement dominés par l'approche normative. Donc qui en plus, cette approche normative dans le sens où je suis dans les règles ou je ne suis pas dans les règles, devient de plus en plus accompagnée par des normes qui tombent. Alors la norme réglementaire, puisqu'on est sur un salon de la prévention, elle est effectivement dans le monde du travail, mais elle est aussi dans d'autres champs de compétences qui sont le logement, qui sont la vie sociale. Et vous verrez que si l'on veut faire avancer les choses, pour ne pas être prisonnier de cette démarche essentiellement experte en relation avec la norme, ça va nécessiter quand même une approche méthodologique un petit peu différente qu'une simple application de la norme « je suis dedans » ou « je n'y suis pas ». Pourquoi avoir choisi aussi ce thème donc, dans le cadre de notre fédération, on participe, nous, on est souvent consulté donc, par les organisations professionnelles et puis par des membres donc, du gouvernement pour aider à la rédaction soit des lois, soit des décrets d'application. Et il ressort depuis quelques années qu'à partir du moment où on arrive avec une approche réglementaire, on sait aujourd'hui que, on va dire, le regard du dirigeant devient quand même très acide. Pourquoi ? Parce que la norme réglementaire aujourd'hui pèse vraiment sur l'esprit managérial de l'entreprise. Alors on s'est longuement posé la question, comment faire pour transformer cette approche, on va dire, d'injonction, puisqu'elle est déjà beaucoup par le code du travail, elle est par le code de la construction, elle est par le code de la vie sociale et familiale, donc elle est par un nombre d'attaques aujourd'hui incontournables, dont on sait que derrière, ça peut faire donc du délit juridique, et il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Et quand vous discutez aujourd'hui avec les responsables d'entreprise, que vous voulez les mettre dans une démarche coactive comme le fait dans la prévention, ben c'est assez difficile parce que systématiquement, il nous est opposé donc cette confrontation de culture qui ne favorise pas la confiance dans le sens où il dit, ben oui, de toute manière, à un moment donné, je vais mesurer si oui ou non je rentre dans la norme. Alors, notre travail à nous de praticiens, donc là je ne prends pas ma casquette de président d'une fédération professionnelle, notre approche de nos praticiens, c'est de dire ben, comment on va permettre donc, aux différentes personnes, que ce soit des maîtres d'ouvrage publics ou des maîtres d'ouvrage privés, de rentrer dans cette approche de confiance en disant de toute manière, on ne peut pas faire autrement quoi qu'il arrive. Parce qu'on a l'injonction du code qui nous pèse sur la tête, donc il faut qu'on fasse. Par contre, il faut qu'on vous accompagne vraiment pour construire une culture à l'intérieur de votre établissement, qu'il soit public ou privé. Et l'autre élément qui est pénalisant aujourd'hui, dont j'aimerais qu'on puisse ensuite mettre en débat à la fin de la conférence, c'est que toutes ces normes qui arrivent sur l'appréciation du résultat, elles sont essentiellement centrées sur le regard, donc en termes de résultat, sur l'approche individuelle.
Quand vous regardez aujourd'hui sur le code du travail, donc la mise aux normes par rapport à l'adaptabilité des normes de sécurité quelles qu'elles soient, sur la mise en conformité, donc c'est toujours ces termes-là qui demeurent, des mesures pour réparer, l'exemple sur la loi de la pénibilité qui est ressorti dernièrement, des éléments de compensation quand vous parlez de handicap, des évaluations pour apprécier par rapport à des gestions provisionnelles des emplois et des compétences, et une définition du périmètre, je suis dedans ou je n'y suis pas. Donc les exemples, effectivement, aujourd'hui, pour avoir une représentation de cette injonction par rapport aux normes et par rapport à cette approche complémentaire, ça a été tous les aléas sur la loi de l'accessibilité, dont aujourd'hui, quasiment 10 ans après, on se rend compte que tout ce qui a été fait dans la mise aux normes, où on a essayé de regarder je suis dedans ou je ne suis pas, il n'y a aucune application possible. Alors, pourquoi il n'y a aucune application? On le verra dans la deuxième partie de la conférence, parce qu'on a confié à une expertise externe d'aller regarder si oui ou non j'étais dedans par rapport à la norme, et on s'est contenté de construire des magnifiques histogrammes, ou des camemberts, avec des pourcentages peu, pas ou peu accessibles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous vous trouvez avec des maîtres d'ouvrage ou des maîtres d'œuvre délégués qui sont incapables de transformer le résultat de ce diagnostic. Sur la pénibilité, on a reconduit les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on a, à partir du moment où la loi est sortie, on a cette norme réglementaire qui est arrivée, alors qui est en train de changer, bien sûr, parce que petit à petit, elle se vide de son sens. On avait 10 critères au départ, aujourd'hui on n'en a plus que 3. Et avec des critères qui sont largement amendés. Mais les demandes des entreprises, c'était aidez-nous à faire donc, des fiches de pénibilité pour regarder si oui ou non on est éligible dedans, c'est-à-dire si on va avoir un devoir de réparation auprès de nos salariés. Et ce qui s'est passé, encore une fois, c'est que cette demande, cette approche simplement d'injonction pour mesurer, pour regarder si oui ou non on est dans le périmètre, a fait que cette demande, elle est restée en l'état de mesure. À aucun moment, alors qu'on avait une chance, un potentiel extraordinaire de se servir de ce levier, de ce regard sur la pénibilité, puisque dans la méthodologie qui était vendue sur le terrain, c'était l'analyse de la situation de travail, c'était avec des groupes de pilotage, avec des groupes d'appui, donc de transférer une culture, un autre regard sur le travail au quotidien, et de dire, ben voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans les 50% que vous n'êtes pas éligible, que vous n'allez pas vous rendre compte, et c'est en relation avec la thématique de ce salon, sur des éléments de pénibilité qui ne seront pas codifiés au titre de la réparation, mais qui seront codifiés au titre de le risque DNS, le risque RPS, le risque chimique, le travail diurne éventuellement, le travail nocturne, donc avec des amplitudes horaires qui vont dépasser, dont on sait aujourd'hui que les données fondamentales sur l'ordre au travail vont nous apporter des interrogations par rapport à une hypothèse d'altération de la santé, et qui dit altération de la santé dira forcément altération de la performance. Et on le croise d'autant plus aujourd'hui dans les grandes industries où on a une pyramide des âges qui est plutôt sur les 45-50 ans, où on a des éléments avérés, je dirais, de fatigabilité au travail, dont on s'aperçoit que le croisement avec ces autres éléments de prévention des risques sont très factuels, sont très avérés. Alors, c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir compris comment on pouvait se servir de cette approche réglementaire, de cette approche normative, pour petit à petit insuffler un autre état d'esprit, une autre approche culturelle dans les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train de se bâtir, particulièrement autour du logement avec l'évolution des populations, où on va regarder des démarches de prévention centrées sur l'individu hébergé, c'est-à-dire le résident, mais dont on ne prend pas du tout en compte la notion d'usage autour de cette vie quotidienne. C'est-à-dire que l'hébergé, aujourd'hui, effectivement, on va mettre aux normes de sécurité par rapport à une réglementation des éléments d'équipement technique qui vont lui permettre de se déplacer, de voir, de sentir, d'entendre, ainsi de suite. Mais on oublie totalement les autres éléments de coactivité qui vont croiser la vie au quotidien de ces personnes-là. C'est-à-dire les personnes qui vont intervenir pour accompagner ces gens au quotidien, et des évolutions aujourd'hui sur la façon de vivre, qui est l'évolution du partage de l'habitat.
Et le paradoxe, comme on n'arrive pas, encore une fois, que l'on rentre que par l'approche unicitaire, les homéopathes disaient ben, ils vont mieux être pluralistes qu'unicitaires, mais effectivement, encore une fois, on ne rentre que par un bout, c'est-à-dire la compensation de la déficience d'une seule et même personne au regard d'une norme qui est en train de s'écrire, et on oublie totalement le reste, et en plus, non seulement on se confronte à une culture différente sur le terrain avec les praticiens, c'est-à-dire que les ergonomes sont confrontés aux ergothérapeutes qui n'ont pas la même vision globale de l'activité, sont confrontés aux ingénieurs par rapport aux structures de bâtiments, sont confrontés aux architectes qui ont une maîtrise, une reconnaissance de la captation de l'usage au niveau de l'espace, ainsi de suite. Mais on oublie simplement une chose, c'est qu'aujourd'hui, le fait de vivre dans un espace, ça effectivement concerne les gens qui dépendent du code du logement, mais ça va dépendre des gens qui vont dépendre du code de l'action sociale, qui vont dépendre du code du travail, et on s'aperçoit que c'est des codes concomitants. Et on est en train de reproduire la même erreur que l'on a fait sur la loi sur l'accessibilité, où on a construit une norme en deçà du code de la sécurité incendie, parce que ce n'étaient pas les mêmes codes qui régissaient les acteurs, ce n'étaient pas les mêmes acteurs qui poussaient pour que la norme soit opérative. Et aujourd'hui, ben, on se retrouve sur le terrain avec des contradictions totales entre l'usage par rapport à l'accessibilité au titre de la vision de la situation invalidante du handicap et de la norme incendie. Donc il y a des arrangements sur le terrain dont on peut se demander qu'est-ce qu'il adviendra si un jour il y a un litige du point de vue juridique. Alors, cet élément de tension aujourd'hui, quand on dit ben, comment je vais effectivement passer de cette notion d'injonction à la notion de donner envie d'aller vers de la performance et de dire ben, on a intérêt à y aller, même si c'était une norme, on ne va pas la détriturer, mais au contraire, on va s'en servir pour donner envie, pour aller vers le changement et pour amorcer donc une diminution des tensions. Ce dont il faut être conscient, effectivement, et dans les entreprises, alors je ne sais pas dans la salle s'il y a beaucoup d'entreprises ou de représentants de maîtrise d'ouvrage public ou privé, mais très souvent, effectivement, c'est une question de moyens. Moyens au sens de la définition de la ressource. Sur toutes ces lois, sur toutes ces normes, sur toutes ces obligations, souvent ce qui est fait dans les institutions, c'est on cherche un référent et on définit donc cette personne en responsabilité d'eux. Et on oublie très souvent de se poser la question comment cette personne va se situer dans la dynamique managériale de l'institution. C'est-à-dire que les ingénieurs sécurité l'ont largement vécu par le passé, quand ils arrivaient, selon comment ils étaient placés dans l'entreprise, au bureau des méthodes, au bureau de la RH, au service qualité ou éventuellement à la direction générale, ils n'avaient pas le même impact sur les décisions qu'ils avaient à prendre. Ils n'avaient pas la même écoute selon donc, les apports qu'ils apportaient qu'ils amenaient dans leur diagnostic. Et ça, cet élément-là, encore une fois, dans la conduite du changement, ce vers quoi j'ai envie qu'on discute, c'est souvent des choses que l'on oublie. Et l'expérience depuis 3-4 ans où on accompagne pas mal d'entreprises de petite et de grande taille nous montre que on a toujours cru ça parce qu'effectivement on est sur l'approche de la démarche participative, on est sur effectivement l'identification du référent parce qu'on a besoin de démultiplier et en entreprise donc les points de renvoi et de répétition. On a complètement oublié de se poser la question du positionnement de ces personnes. C'est d'autant plus important qu'on se rend compte aujourd'hui dans l'entreprise, qu'elle soit publique que privée, que ce qui est difficile pour aborder le changement et pour rentrer dans une vraie démarche de prévention dynamique, c'est de faire en sorte que les points de vue se partagent. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire du sens. Aujourd'hui, et la littérature le montre bien, dans une conduite de projet, ce qui va être très difficile, même dans une conception architecturale, malheureusement on le voit, on est en train de travailler sur des hôpitaux actuellement, où on a des segmentations d'éléments décisionnaires, donc d'usagers futurs dans l'établissement, qui, chaque fois, essaient d'avoir une idée prépondérante pour dominer le point de vue de la culture sur l'orientation qu'on va donner. L'orientation qu'on va donner sur on va privilégier des accueils, on va privilégier certains services, ainsi de suite. Et dans les entreprises, c'est souvent ça. Et dans les implantations au niveau des espaces, cette approche globale, elle est toujours dominée par des approches culturelles qui sont non convergentes. C'est-à-dire que les ressources humaines qui ne sont pas en cohabitation avec les méthodes,
qui ne sont pas en cohabitation avec les achats. On prendra tout à l'heure quelques exemples où j'essaierai de vous illustrer donc effectivement ces notions de déviance qui ne sont pas catastrophiques. C'est le cadre d'une conférence, c'est normal que je me permette, je dirais, d'alerter par rapport à ça. On n'est pas là pour condamner, mais c'est un élément aujourd'hui dans la démarche conduite de projet de la prévention qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement difficile, et nous, on est attirés, on va dire, les signaux d'alerte parce que on s'aperçoit de plus en plus que la demande de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, va sur une démarche experte. C'est-à-dire que on va essayer de vous demander qu'est-ce qui va faire que oui ou non vous êtes dans la dangerosité, c'est-à-dire que vous risquez d'avoir un appel juridique, mais à aucun moment on ne voit ça comme un atout de transformation pour aller vers le label de la performance. Donc cet empêchement de la performance, aujourd'hui, c'est des situations sur un environnement industriel où vous allez intervenir sur des modifications de chaîne de production. Vous vous retrouvez confronté, vous vous retrouvez avec quoi? Avec un engagement managérial qui fait que travailler sur une chaîne de production aujourd'hui, vous êtes en relation avec des gens de marketing, vous êtes en relation avec les services achats, vous êtes en relation avec les services méthodes et vous êtes en relation avec les services de production. Mais très souvent, vous êtes contingenté sur la difficulté d'engager ces 4 niveaux à hauteur égale dans le projet et trouver surtout des espaces de discussion qui font que, à un moment donné, on va parler des mêmes choses. Sur un environnement de service par rapport à ça, où aujourd'hui, si on rentre par exemple par rapport à l'obligation réglementaire d'insertion des personnes en situation de restriction d'aptitude, on a 2 choses qui dominent. C'est le regard par rapport à la norme qui nous oblige à avoir les 6%, ainsi de suite, dont on fait un traitement individuel, mais à aucun moment on a l'approche collective du travail qui va nous faire réfléchir sur ce partage au niveau du quotidien dans un ensemble de production qui va permettre non seulement effectivement de répondre à l'obligation, à l'injonction réglementaire, mais de s'instruire et de construire une démarche dynamique pour faire en sorte que cette personne en restriction d'études continue à appartenir au collectif et ait les mêmes chances que les autres pour évoluer. Ça veut dire que c'est une réflexion globale sur le processus de production et non pas sur l'itinéraire, non pas seulement sur l'itinéraire individuel de la personne. Idem sur les incivilités. Actuellement, on intervient beaucoup, vous en entendez parler dans la presse, sur les risques sociaux par rapport à des situations d'accueil dans les entreprises, où cette notion d'incivilité est souvent donc citée, donc avec un risque juridique sur l'approche RTS derrière qui n'est pas anodin, dont on dit on va protéger les individus et on a des difficultés chaque fois sur cet environnement à dire ok, dans la démarche de prévention, la notion de protéger effectivement l'individu de la mise en opposition avec donc la personne qui peut être incivile, comment vous pouvez réfléchir vous dans votre organisation du travail, dans votre réflexion par rapport à l'organisation du service pour aller vers quelque chose qui va faire qu'on va avoir une mutualisation, on va avoir une résonance d'activité collective qui fait qu'on va éviter de bordurer. Le gros débat, il y a 20 ans, vous vous en souvenez certainement, l'exemple c'était la Poste, où tout était occulté. Aujourd'hui, la Poste qui a changé totalement de statut, on s'aperçoit que c'est des espaces totalement ouverts et on n'a pas plus de traces d'incivilité que dans d'autres organismes. Et inversement, des services à la population ou des services de l'entreprise, type les URSSAF, les RSI, les MSA, aujourd'hui sont en train, eux, de revenir en arrière pour bordurer totalement occulter les agents du public. Parce qu'il y a effectivement, on va dire, un mal-être qui est de plus en plus proportionné et qui fait qu'on va protéger l'individu au lieu de réfléchir à la notion d'organisation de service. On avait de même dans l'environnement logistique ou dans l'environnement de construction, parce que chaque fois, on avait des écarts sur la priorisation au niveau des usages, et d'autant plus dans le monde de la construction, une approche sur le débit culturel qui fait qu'on a des représentations aujourd'hui par rapport à la démarche prévention liée à la performance, qui sont de toute manière, on y arrivera toujours parce que je compte sur mes propres ressources dont on sait que quand on n'a qu'une approche humaine, on défend toujours 3 approches, l'organisation, le technique et l'humain. Quand on est centré que sur l'approche humaine pour faire face aux obligations de prévention, ça ne dure pas dans le temps.
Donc comment on peut maintenant se dire, on va transformer cet état de l'art pour aller vers une conduite de projet qui va allier cette obligation via la réglementation vers la performance. Là, c'est de donner envie, effectivement, de transformer, de faire autrement. Alors, il y a des écrits par des psychosociologues qui ont été faits autour donc, de cette envie de changement, parce qu'on est conscient, quand on est chef d'entreprise, privé ou public, que de toute manière, on est obligé, mais en même temps, ça a du sens, parce qu'au quotidien, il nous revient à l'esprit et de visu des dysfonctionnements qui altèrent notre performance, à la notion de plaisir. Alors, la notion de plaisir, c'est pas l'hédonisme, c'est de retrouver cet intérêt à faire. Alors, qui est effectivement souvent contrarié aujourd'hui avec les enjeux sociaux dans les entreprises, donc portés par le dialogue social. Mais nous, maintenant, on peut dire que ces obligations réglementaires, quand on arrive à mettre dans la boucle les acteurs représentatifs de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, on peut jouer sur le dialogue social et rendre service à tout le monde, qu'il soit représentant du personnel ou qu'il soit chef d'entreprise. L'élément, effectivement, où on doit être extrêmement performant, c'est qu'il faut donner des indicateurs de performance qui vont donner envie d'aller vers ce changement, créer de la notion de confiance, et on s'aperçoit que si on a seulement une démarche experte pour répondre oui ou non, je suis dans la norme, la confiance, vous ne la créez pas, parce que vous créez un artefact juridique, vous êtes condamnable, vous n'êtes pas, vous êtes dedans, vous êtes dehors, ainsi de suite, donc vous créez un élément de combat plutôt qu'un élément d'échange, et donc vous aurez bien sûr des difficultés à rétablir un dialogue autour de ces sujets. Là, et là, on a un énorme travail à faire, effectivement, aujourd'hui. On s'aperçoit, quand on discute avec des responsables de formation autour des CHSCT ou autour des DP, effectivement, c'est des choses qui sont assez peu usitées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le regard centré sur la seule chose qui nous réunit aujourd'hui, que ce soit dans le monde du travail privé ou dans le monde, je dirais, public du partage. Donc si on est dans le monde du travail, on va dire que c'est l'activité, et ça parle pour ceux qui sont dans le monde du travail, mais l'activité, on peut très bien en parler dans le monde de l'urbanisme. Nous, actuellement, nous travaillons sur des projets urbains, et du point de vue d'un ergonome, c'est assez innovant, parce que c'est assez rare que les urbanistes viennent nous chercher, parce qu'on va aider à réfléchir sur la logique d'usage, sur le partage entre les acteurs de la maîtrise d'œuvre, de point de vue, qui fait que l'architecte qui a une idée de l'aménagement du territoire, l'ingénieur qui a une idée sur le développement durable, la gestion des énergies, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir aujourd'hui. On a dans la salle un ingénieur éclairagiste et sont les acousticiens qui vont travailler sur l'appréhension de la mesure d'ambiance au regard de ce qu'on appelle le confort avec le partage intergénérationnel, qui fait que si on est dans la petite enfance, le paradoxe, c'est qu'un environnement bruyant peut être extrêmement stimulant comme il peut être fatigant. Si on est dans des âges plus avancés, on peut avoir besoin des espaces effectivement qui seront plus calmes, mais d'autres à certains moments qui seront plus stimulants pour garder le sentiment d'appartenance, le sentiment de vie, parce qu'on sait que la répétition du signal, et on le voit bien dans la construction des établissements spécialisés, la répétition des informations a un fort accent donc, sur le maintien de la mémoire, le réveil des sens. Donc, encore une fois, on s'aperçoit, on se dit, là maintenant, l'enjeu, comment je transforme le réglementaire en termes d'obligation en le changement, donc là on fait aller vers la performance, c'est de chercher l'angle de lecture. Donc l'angle de lecture, il va se construire à travers les connaissances, et le côté intéressant, quand je dis attention de ne pas aller vers l'expertise, elle n'est pas inutile, puisqu'on va faire appel à des connaissances pointues. Un ingénieur sécurité environnement va apporter quand même des informations totalement différentes de l'ergonome, du sociologue, du psychologue, voire du thermicien, de l'acousticien ou de l'ingénieur chimiste. Donc ça veut dire qu'on va apporter là-dedans les éléments de lecture sur la complexité, et pour comprendre et donner envie, c'est là où il va falloir oser donc créer la confiance dans les différents partenaires, c'est aller vers cette démarche participative avec énormément de pièges. Il se peut que vous le viviez au quotidien. Vous savez que très souvent, quand on va sur le terrain, on dit, voilà, je vais aller rechercher les besoins, et donc pour aller chercher le besoin, je crée de la consultation.
Mais la consultation, ce n'est pas la participation. La démarche participative, elle est structurée. Elle est à partir d'hypothèses. Elle a des règles. Parce que sinon, nous on le voit quand on fait de l'aménagement d'espace, si vous vous contentez d'accumuler la récolte des besoins, vous risquez d'arriver à des non-constructions de compromis à la fin, où vous allez être piégé. Finalement, votre notion de performance que vous recherchez, elle peut être totalement en contradiction avec des obligations réglementaires. Dernièrement, sur un aménagement, donc suite à une restructuration d'un établissement institutionnel, donc passant de 400 à 200 salariés, donc je vous laisse imaginer les dégâts, bien sûr, dans la conduite de projet, où on est interrogé, nous, en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage, pour aider à modéliser l'espace de manière, on va dire, de manière un peu péjorative, à faire aussi un peu passer la pilule, la douleur, parce qu'on a 200 collègues au passage, et il faut laisser quand même le sentiment qu'on va traiter ce qui reste dans de bonnes conditions. Nous, en tant qu'ergonome, on arrive et on vend notre démarche participative. Là, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'immédiatement, tous les services s'emparent de cette sollicitation pour construire l'idéal de ce qu'ils ont déjà perdu, de ce qu'il va falloir transformer, avec toute la subjectivité qui va avec. Donc tout le travail dans cette complexité de démarche participative, c'est comment ensuite vous allez ramener des gens à une réalité qui va être financière, parce que d'abord des mètres carrés, vous comprenez bien que si on réduit de 400 à 200 personnes, on va réduire le mètres carrés. On va réduire aussi éventuellement des aménagements parce que les donneurs d'ordre ont toujours des idées de mutualisation. La connaissance sur l'ordre de travail fait que vous leur apportez un regard en disant attention de ne pas aller trop loin. Donc c'est-à-dire c'est réfléchir sur votre volonté de faire des open flex par rapport à ça, ou sur la transversalité en termes de tâches. Et ça traduit quoi, excusez-moi, le fait que derrière, c'est pas parce que vous allez arriver à un résultat. Je vous remets dans la situation dans laquelle vous êtes sollicité, vous avez une demande, vous allez faire une étude, vous livrez un résultat par rapport à ça. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une nécessité à accompagner durablement dans le temps ce résultat. Parce qu'aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est que dans l'entreprise, la conduite du changement, si, même sans avoir une démarche expert, vous livrez un élément de construction, une étude épidémiologique satisfaisante, derrière, les enjeux culturels de l'entreprise, ils vous échapperont totalement. Et la difficulté de l'intervenant, quand il arrive dans une entreprise, c'est toujours de dire, quand je m'en vais, quelle trace il va rester pour que la transformation puisse se faire. Les intervenants me disent, au niveau de la NAC, on dit bien, c'est changer le regard du travail pour le transformer. Donc, c'est bien cet élément-là. Et changer, donc, du point de vue, donc, sur les 4 éléments, il y a effectivement un problème de paradigme, et je pense que si vous vous questionnez tous, tout le monde peut se rendre compte qu'on a des aléas et on a envie de les changer, mais c'est que, comme on a besoin pour se construire de repères, on a derrière, bien sûr, des paradigmes qui peuvent être totalement contradictoires, c'est-à-dire qu'on veut bien changer, mais on veut changer en ordonnançant, en classé. On veut bien changer, bien sûr, mais en même temps, on fait référence à la responsabilité. Combien de fois en entreprise on va entendre dire oui, mais il faudrait que les gens ils soient aussi un peu acteurs. Oui, la prévention, effectivement, elle présuppose que les agents sur le terrain soient aussi acteurs de la prévention par rapport à ça. Mais d'un autre côté, si je n'arrive qu'avec une approche réglementaire et normative, je ne rendrai jamais les gens acteurs. Donc ça veut dire que dans ce paradigme de l'ouverture, je vois bien que derrière, il faut que je crée des éléments d'accompagnement. Et le dernier niveau par rapport au paradigme, ça sera le fait qu'on a besoin de certifier. Et tous les aléas aujourd'hui de l'approche normative et réglementaire qui se traduit en fiches produits, en fiches locaux, en fiches pénibilité, en fiches sécurité, fait que ce contrôle formation, on s'aperçoit très facilement que si on n'a pas créé aujourd'hui les conditions d'échange et de partage culturel, vont faire que derrière, on va avoir des documents, et quand vous arrivez dans les entreprises, malheureusement, ces documents, ils sont là effectivement pour continuer à mesurer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, mais ils ne servent pas à la vie au quotidien. Donc ça veut dire que le changement demain pour aller vers la performance et créer une prévention au service de la performance de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut qu'on s'attelle et qu'on ait bien ce double regard
en tant qu'intervenant, qu'on ait bien ce double regard de la conduite du changement, avec bien sûr l'approche de la connaissance des obligations réglementaires et de la norme pour aider à se situer, mais travailler sur les conceptions de la réalité. Et on va dire que par rapport à ça, ce double regard, il va pouvoir être possible d'un point de vue donc, sur la réalité. Alors, tout à l'heure je parlais de l'activité mais du travail, et que ça soit dans le monde du travail, que ça soit dans le monde privatif, que ça soit dans le monde urbain, que ça soit dans le monde architectural ou dans le monde industriel, si on doit catégoriser, à un moment donné, la seule chose qui va vous relier, qui va vous permettre de travailler ensemble et d'échanger, c'est ce qui se passe, donc dans notre jargon, on appelle ça l'activité réelle, mais qui ne doit pas être dépossédé de la compréhension, c'est que ce n'est pas parce que je vais aider à comprendre que la transformation va se faire, et donc je vais devoir m'intéresser à cette conduite du changement et comment je vais le faire. Alors qui sera le mieux placé pour accompagner cette conduite du changement? L'intérêt, effectivement, c'est l'approche pluridisciplinaire, d'où nous, cette appartenance à cette fédération professionnelle qui est aujourd'hui composée de 14 syndicats, où il y a de la multicompétence, où à un moment donné, on peut se retrouver sur le terrain avec des responsables de management, en ressources humaines, en expertise financière, en programmation, qui va faire que, à un moment donné, devant une demande qui peut être une demande uniciste, essentiellement réglementaire, on peut aider le chef d'entreprise public ou privé à ouvrir vers une approche pluraliste. On aurait encore plein de choses à dire, mais l'obligation de respecter des horaires me contraint à arrêter ce que je vais vous dire. Vous pourrez avoir en ligne sur les différents sites d'Expo-Protection Sinov et sur les réseaux sociaux l'intégralité de cette conférence et les autres conférences qui se dérouleront dans le salon organisé par Sinov. Maintenant, je suis prêt à répondre à quelques questions et après le petit quart d'heure qui nous est encore dédié, pour ceux qui veulent, on a un petit salon à côté pour continuer à faire un débriefing. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le contenu, la méthode, vos expériences qui peuvent aider les participants à cette conférence à illustrer un peu mieux sur les enjeux, effectivement, de passer aujourd'hui de l'approche de prévention du point de vue réglementaire vers une approche de performance avec une conduite. On peut appeler ça une forme de conduite de projet, bien sûr, une forme de conduite du changement. Je pense que c'est des termes que vous entendez au quotidien, mais vous avez aussi conscience que ce n'est pas facile parce qu'on se confronte à une approche culturelle qui est différente et on se confronte aussi à des obligations de performance en termes de gestion de l'entreprise qui peuvent ne pas nous laisser les ressources disponibles, qui peuvent ne pas nous laisser le temps disponible, mais surtout, ce qui nous manque, c'est d'avoir cette envie du regard partagé. Et nous, on prétend effectivement que le seul regard partagé, quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez, c'est bien ce que l'on fait ensemble, c'est ce qu'on appelle, benoîtement, l'activité. Est-ce que je ne vous ai pas plus donné envie que ça de poser des questions? Non? Bon, ben, voilà, une question dans la salle. Vous pouvez peut-être vous présenter comme ça? Je suis Marie Stournin, je suis formatrice, j'interviens dans des entreprises où je suis spécialiste. Et vous parlez d'entreprises de différentes tailles, et là, il y a un problème dans les entreprises de petite taille, il y a moins de 20 personnes, où la culture, c'est justement le code du travail. Et on a des difficultés à faire intervenir des ingénieurs, des juristes. Il y a une question de moyens aussi. Alors, on est tout à fait d'accord. Je dirais que le conseil aujourd'hui, très souvent dans les entreprises, c'est un élément aujourd'hui, on ne va pas dire qui fait peur, mais c'est vrai que la gestion économique des entreprises étant plutôt en flux tendu, c'est vrai que nous, on a fait donc une enquête sociale par le biais donc, d'un organisme qui s'appelle la DESAT et la DGCIS, qui est donc le ministère de l'économie l'année dernière, pour comprendre
pourquoi les petites entreprises ne faisaient pas appel au conseil. Effectivement, c'est souvent une question d'abord de ressources disponibles à l'interne pour faire appel à un cabinet conseiller extérieur, et c'est une question de ressources financières parce que le conseil, effectivement, il a un... Alors nous, on arrive à faire des démonstrations parce que comme on s'associe avec des gens qui sont capables d'avoir des indicateurs de gestion, aujourd'hui, dans les entreprises, on s'aperçoit qu'on peut avoir quand même des indicateurs extrêmement parlants quand on arrive avec des indicateurs économiques, soit sur le ratio de la production, en essayant de montrer qu'un trouble musculo-squelettique aujourd'hui, d'abord ça coûte, je dirais, en cotisation, même si on est sur les cotisations partagées, quand la CARSAT vous fait les relevés en fin de trimestre ou en fin d'année, ça coûte parce que ça peut toucher des opérateurs qui ont l'expérience et on a une perte de savoir-faire en entreprise. Ça coûte parce que ça peut créer un climat justement qui ne va pas conforter l'élément de confiance. Parce que dans combien d'entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, nous on a vu, c'est que, oui mais pourquoi, puisque là-bas de toute manière ils ne le font pas, et ainsi de suite. Donc ces images négatives dans la conduite du changement, on les paye au quotidien. Donc nous ce qu'on arrive à faire effectivement, quand on arrive avec ces indicateurs de gestion, où on va démontrer à l'entreprise, donc employeur privé ou public, que en faisant comme ça, de toute manière, son ratio économique, il va être gagnant. L'exemple le plus flagrant qu'on a vu là quelques années, quand on a fait la rédaction du guide pour la prévention des risques pour la Fédération nationale automobile et pour le syndicat professionnel de l'automobile, c'est qu'on arrivait dans les petits garages, où on avait donc les chefs d'entreprise qui, entre guillemets, étaient des coursiers. C'est-à-dire qui allaient chercher les pièces détachées, parce qu'ils partaient du principe que les gens sur le poste, ils n'étaient pas capables, chaque fois, ils se faisaient avoir par les revendeurs, ils ne trouvaient pas la bonne pièce, il fallait retourner, ainsi de suite. Et donc on a dit, on va fouiller ça. Et avec donc, la fédération et le syndicat, on a fait un peu un flash là-dessus, à regarder effectivement les comportements, pourquoi. Et immédiatement, ce qu'on est arrivé à démontrer, c'est que effectivement, c'était moins source d'erreur, parce que le chef d'entreprise avait une connaissance sur l'approvisionnement mécanique qui n'était pas sur les erreurs. Mais pendant qu'il n'était pas là, il n'y avait pas de volet de prévention. Et que les taux d'accident ou les taux de dysfonctionnement dans l'entreprise continuaient à monter. Parce qu'aller faire les courses pour acheter des détachés, c'est 2 à 3 heures dans une journée. Et après, on a mis des ratios économiques en termes de gestion. C'est-à-dire, oui, d'accord, vous, votre taux horaire, vous l'estimez à combien en tant que chef d'entreprise? Ils ne savent pas vous répondre. Parce qu'un chef d'entreprise, souvent, c'est des TNS, des travailleurs non salariés dans les petites entreprises. Ils n'ont pas de taux horaire, cet argent ils le prennent, cet argent ils ne le prennent pas, mais donc on peut le ramener quand même à un taux horaire. Eh bien, on se retrouvait avec des taux horaires à 15 à 16 euros. Vous vous rendez compte, 15 à 16 euros, c'est même pas le coût horaire d'un mécanicien. Un mécanicien aujourd'hui c'est 35 euros de l'heure. Donc on parle de performance, pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur former, parce que c'est aussi de la prévention, de la traçabilité, de la qualité, à être des bons acheteurs, à être des bons coursiers, certainement dans votre équipe. Et puis vous restez dans l'entreprise où vous êtes un véritable dynamiseur pour avoir une démarche de prévention qui fait que vous verrez que votre ratio de performance. Et on a expérimenté ça pendant 3 ans. Et aujourd'hui, on voit la transformation. Donc, alors bien sûr portée par la fédération professionnelle et par le syndicat professionnel qui sont entièrement acteurs là-dedans. Mais aujourd'hui, on commence à voir la transformation. Donc les relais aussi. La démarche de prévention, c'est ça aussi. C'est ne pas oublier, parce qu'on est conseil, que derrière, il y a des relais. Il y a des relais qui vont parler aussi un autre langage. C'est-à-dire qu'un syndicat professionnel de la bouche, de l'habillement, de l'automobile, du parc autoroutier, peu importe, ça va être quand même des partenaires qui vont vous aider à un moment donné à parler leur langage. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ces personnes-là. Ça ne se fera pas. C'est vrai que c'est compliqué. Sur les petites entreprises pour petit à petit infléchir une vraie démarche de prévention. Y a-t-il une autre intervention dans la salle? Non. Ben, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Pour ceux qui veulent encore rester, donc on peut aller dans la salle à côté et continuer à discuter. Et donc, si vous voulez avoir plus d'éléments, par le biais de Expro Protection et de Sinov, vous pouvez avoir donc les informations autant sur les intervenants que sur les contenus, que sur les éléments prospectifs sur lesquels on travaille au quotidien. Merci, bon salon à tous.